première question. D'après vous, quels sont les différents modes de transmission d'une maladie infectieuse? Comment voyez-vous la chose? Voie sanguine, oui. Les maladies contagieuses, ça peut être comment? Par inhalation, par voie respiratoire, oui. Par contact. D'autres idées? Orofécal, oui, je vois que vous avez déjà de bonnes notions. Donc pour résumer, on peut dire ça. Le réservoir peut être soit humain, soit dans l'environnement. Donc là est l'hôte récepteur. Entre le réservoir humain et l'hôte, on parle lorsque une transmission interhumaine. Et dans ce contexte, elle peut être soit directe, c'est-à-dire qu'elle se fait directement du porteur au receveur, par exemple les MST, la grippe aérienne, dont la personne qui tousse peut transmettre à une autre personne la grippe, la tuberculose un peu pareil, le sang que vous évoquiez dans un contact direct, et elle peut être également une transmission indirecte. Et là, il faut qu'il y ait un vecteur entre le réservoir et l'hôte. Ça peut être un vecteur inanimé, par exemple l'eau contaminée, le choléra. On boit de l'eau qui a été souillée par l'hôte et l'eau souillée transmet la maladie au receveur. Et on peut avoir également un vecteur animé. Vous connaissez le cycle du paludisme, dont le réservoir c'est l'homme. Et quel est le vecteur? L'anophèle femelle. D'accord? Après, le réservoir peut être environnemental. Alors dans l'environnement, on peut voir l'eau. Par exemple, l'eau peut transmettre la légionellose, donc ce sont les réseaux d'eau qui sont le réservoir. L'aspergillose, qui peut être très grave chez les patients immunodéprimés, et elle est transmise, l'aspergillose est présente dans les poussières. Et donc, l'inhalation de ces poussières peut donner une aspergillose. Et puis, par exemple, les aliments peuvent être aussi à la source d'infection chez l'homme, notamment la listeria, qui est redoutable chez la femme enceinte. Et puis, une transmission dont on ne parlera pas beaucoup, mais que vous verrez sûrement en cours, une transmission verticale, c'est-à-dire de la mère au fœtus. Donc, au moment de la naissance, c'est une infection au streptocoque B chez le bébé, ou la toxoplasmose qui peut être acquise en cours de grossesse. C'est assez clair pour vous? Donc, est-ce que vous avez déjà vu vous avez un cours sur les méningites? Bon, ben alors vous allez pouvoir répondre à tout. Donc, vous êtes aux urgences et vous diagnostiquez un cas de méningite à Neisseria meningitidis. Quelles mesures prenez-vous? Alors, vous déclarez aux autorités sanitaires. Qui dit oui? Il n'y en a pas beaucoup. Vous mettez sous chimioprophylaxie toutes les personnes qui ont été en contact de près ou de loin avec le patient. On va commenter les réponses après. Non? La chimioprophylaxie, vous savez ce que c'est une chimioprophylaxie? C'est ce qu'on donne, des antibiotiques que l'on donne pour la prévention. Donc la chimioprophylaxie doit être administrée dans les 24 à 48 heures après le contact, sinon elle est inutile. Elle doit être administrée le plus rapidement possible. Il faut vacciner toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient. Non, en fait, on va revoir ça. Donc la seule chose qui est vraie dans ce qu'on vient de voir, c'est vous le déclarez aux autorités sanitaires. Il est important de le déclarer, c'est vrai pour toutes les maladies transmissibles. Il faut le déclarer à l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, qui va s'occuper de contacter les contacts autour du cas et de mettre en place une prophylaxie si nécessaire. C'est eux qui le feront.
Donc il faut qu'ils soient alertés le plus vite possible. Et au niveau de l'ARS, ils sont joignables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord? Donc il faut le faire vraiment sans délai. Alors on met sous prophylaxie des personnes, mais pas pas les personnes qui ont été en contact de près ou de loin. On va voir qui doit être mis sous prophylaxie. Et la prophylaxie doit être administrée dans les 24 à 48 heures. En fait, on peut la donner jusqu'à 10 jours avant. Et ça s'explique par la durée d'incubation, comme on va voir, qui est d'une dizaine de jours pour la méningite à méningocoque. Et il faut vacciner toutes les personnes qui ont été en contact avec les patients. En fait, ça dépend du sérotype et s'il existe un vaccin pour le sérotype concerné. Donc voilà un peu l'histoire de la méningite à méningocoque. Donc c'est une transmission gouttelette, c'est-à-dire que la bactérie est au niveau de la gorge et on contamine en toussant. Il y a une incubation de 10 jours avec un portage ORL qui en général est asymptomatique. Si on prend à J0 le jour où la personne fait la méningite, les personnes exposées sont toutes les personnes qui ont été en contact dans les 10 jours antérieurs. Et c'est pour ces personnes-là, dans certains cas, qu'il faudra faire la prophylaxie et la vaccination. Il n'est pas nécessaire de remonter au-delà. Et le jour la personne présente les symptômes de méningite, il y a des mesures de prévention dès que vous évoquez ce diagnostic à mettre en place, qui est le port du masque. C'est un masque de soins normal pour éviter de se contaminer et que les soignants se contaminent. Et on porte ce masque pendant 24 heures après l'administration d'un antibiotique efficace. D'accord ? L'antibiotique permet d'éradiquer très rapidement le risque de contagion. Oui ? La personne, pendant les 24 heures, si elle est en isolement. Isolement gouttelette, 24 heures. Quel est le problème ? En fait, nous, en tout cas, sur l'hôpital, on fait 24 heures. On dit que dès que l'antibiotique est administré, il est efficace. Donc 24 heures en précaution gouttelette. Donc ça veut dire un masque de soins normal. Hein. Donc les infections évasives à méningocoque, c'est donc une maladie à déclaration obligatoire, signalement sans délai, ce qu'on vient de voir, et dès la suspicion du diagnostic. Et il y a des fiches de notification qui sont présentes sur le site de Santé publique France maintenant, qui a remplacé l'INVS. Donc il faut traiter le patient par une C3G. Et la chimioprophylaxie des sujets contacts, dont il faut qu'un sujet contact doit avoir un contact direct. Et ce que l'on prend comme critère, c'est la proximité inférieure à 1 mètre, type de contact, donc face à face, et une durée de contact rapprochée supérieure à 1 heure, sauf pour les contacts buccaux. Donc en clair, si on regarde la situation à l'hôpital, si vous prenez en charge un patient avec une méningite, la prophylaxie ne sera pratiquée en milieu hospitalier que s'il y a une pratique de bouche à bouche ou une intubation sans masque. Donc ça ne fait pas beaucoup de personnes. D'accord ? Ça, c'est les recommandations de la circulaire. Et vous êtes à la fac, donc à l'université, aucune personne n'est concernée par la prophylaxie. Donc c'est vraiment au niveau c'est plus les petits copains, les choses comme ça, les personnes comme ça qui ont des contacts très rapprochés, qui seront soumis à prophylaxie. Donc le délai de prise en charge des sujets contacts, on l'a vu tout à l'heure, donc ça doit être le plus rapidement possible et pas au-delà de 10 jours. Et la prophylaxie fait appel à 2 antibiotiques, soit de la rifampicine pendant 2 jours, mais il faut faire attention si on prend des contraceptifs oraux, et également si on a des lentilles, parce que ça les colore en rouge.
Et il y a une alternative, c'est soit le Ciflox, un autre antibiotique, ou la ceftriaxone. La vaccination autour du cas dépend de la souche qui a été isolée. D'accord ? Et ça, c'est l'ARS qui mettra en place la vaccination et les sujets à vacciner autour d'un cas de méningite. Et vous avez parfois des rappels à la radio, vous entendez, tel endroit, il y a des campagnes de vaccination. C'est l'ARS qui décide de ça. Donc voilà un petit QCM. Vous diagnostiquez un cas de méningite à Neisseria aux urgences. Quelles mesures mettez-vous? Alors vous prescrivez des PC, c'est des précautions complémentaires R. Précautions complémentaires gouttelettes. Vous portez un masque chirurgical pour l'examiner. Vous portez un masque FFP2 pour l'examiner. Est-ce que vous connaissez la différence entre les masques? Oui ou non? En fin de diaporama, je vous montrerai. Et vous mettez des gants pour l'examiner. Qu'est-ce que vous faites? Vous prescrivez quoi comme précaution complémentaire? Gouttelette. Est-ce que vous mettez un masque? Masque de soins ou masque FFP2? Est-ce que vous mettez des gants? Non, parce qu'il n'y a pas de risque de transmission en contact. Oui. Pardon? Là, vous êtes en milieu de soins, dont le patient, en principe, il est dans une chambre, donc c'est vous qui le mettez. Le patient, il ne peut pas toujours il peut pas être en permanence porter un masque. Donc, en principe, c'est les soignants qui le mettent. Ce sont des gouttelettes, d'accord, dont le masque de soins suffit. C'est comme pour la grippe. La seule indication du FFP2 dans la prévention de la transmission de la grippe, c'est lorsqu'on intube un patient. Mais je veux dire, il faut être entre le masque de soins et le FFP2. C'est vrai que le FFP2 est beaucoup plus efficace, mais il est difficile à supporter. Donc il est vraiment indiqué lorsqu'il y a des transmissions R. C'est la tuberculose, et là c'est systématique. Vous connaissez d'autres maladies qui se transmettent par l'air? Il y en a une qui est d'actualité en ce moment, la rougeole. Je veux dire, le masque FFP2 est nécessaire lorsqu'on prend en soin des patients qui sont suspects de rougeole. Mais pour la méningite à méningocoque, le masque de soins suffit, sauf pour les gestes invasifs. Et en général, c'est le personnel soignant qui le met parce que le patient est dans une chambre. Et en général, ils ne sont pas très bien, donc on ne peut pas leur mettre un masque. Mais si vous le recevez, par exemple, s'il est en salle d'attente aux urgences que vous suspectez ça, c'est lui qui porte le masque pour ne pas contaminer tous les autres. D'accord? Les infections nosocomiales donc, sont acquises en milieu hospitalier. Elles sont toutes acquises en milieu hospitalier? Sont des infections associées aux soins? Oui. Impliquent la notion de faute? Non. Sont coûteuses? Oui. Sont inévitables? Oui ou non? D'accord. Alors, les infections nosocomiales sont des infections associées aux soins. D'accord. Et parmi les infections associées aux soins, il y a les infections nosocomiales qui sont acquises à l'hôpital. Les infections associées aux soins est une notion beaucoup plus large qui tient compte du parcours du patient. D'accord? Ça inclut l'hospitalisation à domicile, ça inclut les EHPAD, ça inclut tout le parcours de soins.
Et on limite nosocomial, c'est lorsque c'est acquis dans l'hôpital. Donc voilà, c'est une infection acquise dans un établissement de soins. Et donc ça fait partie de la définition des infections associées aux soins. Et quel est le souci là? Les infections associées du soin, c'est une notion beaucoup plus élargie que l'infection nosocomiale. Oui. Et les infections associées aux soins les infections nosocomiales sont des infections associées aux soins. Mais il y a des infections associées aux soins qui ne sont pas nosocomiales. Une infection nosocomiale, c'est une infection acquise dans un établissement de soins, c'est l'hôpital, durant le séjour hospitalier. Et en général, on dit que c'est une infection nosocomiale si le délai d'acquisition est supérieur à 48 à 72 heures. Par exemple, une infection urinaire, si elle survient 3 jours après l'admission, c'est probablement une infection nosocomiale. D'accord? Un patient qui a une sonde urinaire, qui arrive à l'hôpital avec sa sonde urinaire et qui, à ce moment-là, le jour de l'entrée, il a une infection urinaire. Ça peut être une infection associée aux soins liée à sa sonde urinaire, mais ce n'est pas une infection nosocomiale puisqu'il n'a pas acquis à l'hôpital. Vous voyez la différence? Il y a 2 exceptions dans les infections nosocomiales auxquelles il faut être attentif. On parle d'infection du site opératoire nosocomiale si ces infections surviennent dans les 30 jours après l'acte opératoire. Donc souvent, ces infections nosocomiales se déclarent à la maison. Mais ce ne sont pas pourtant des infections communautaires. Donc dans les 30 jours, par exemple, après une appendicectomie, si vous faites une infection, c'est une infection nosocomiale. Que ce soit une infection de cicatrice ou une infection profonde. Et il y a encore, si on vous met une prothèse ou un implant, par exemple une prothèse totale de hanche, le délai pour dire que c'est une infection nosocomiale, c'est 1 an. Donc toute infection qui survient sur, par exemple, une prothèse de hanche, si elle survient dans l'année qui suit la pose de la prothèse, est une infection nosocomiale. D'accord ? Donc voilà un peu pour faire... Donc vous avez les infections communautaires avec les soins ambulatoires et les infections nosocomiales. Et tout ça s'enchevêtre un peu. Il y a les infections iatrogènes, c'est-à-dire qui sont liées à un matériel étranger. Donc dans les infections nosocomiales, on a des infections qui sont peu évitables, par exemple une pneumopathie d'inhalation ou une infection urinaire sans sonde. D'accord ? Et puis dans ces infections nosocomiales, il peut y avoir la notion de iatrogène, par exemple une infection urinaire sur sonde, une pneumopathie post-intubation, une bactériémie sur cathéter. Donc quand on a affaire, par exemple, à des infections qui soient nosocomiales ou communautaires iatrogènes, le fait que ce soit lié à un acte invasif fait que ce sont des infections qui souvent sont évitables. Et pour cela, il y a des recommandations qui existent, qui sont éditées par les sociétés savantes. Par exemple, la pose d'une sonde urinaire, il y a des protocoles à respecter. Il y a des protocoles de soins et des évaluations qui permettent ces évaluations de rester vigilants par rapport aux pratiques, par rapport à ce geste invasif. Par exemple, à l'hôpital, il y a des voies veineuses périphériques, vous savez, on perfuse les patients. Il y a des protocoles pour la pose, il y a des protocoles pour l'entretien. Et si ces voies veineuses s'infectent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc il faut chercher pour voir où sont les dérives. Ce sont des infections qui en principe sont évitables.
Donc c'est là-dessus que la prévention va se centrer. Et puis il y a des infections nosocomiales qui peuvent être liées à l'environnement. C'est le cas par exemple de l'aspergillose ou de la légionellose. Donc à l'hôpital, par exemple pour la prévention des légionelloses, il y a toute une politique de surveillance des réseaux d'eau, les canalisations, de l'eau chaude. D'accord ? On surveille la température, on fait des prélèvements pour être sûr que la légionnelle ne se développe pas et qu'elle ne peut pas infecter un patient. Donc là, ce sont des actions de prévention pour éviter ces infections nosocomiales. Pour l'aspergillose, c'est un champignon qui est dans l'environnement et en fait, vous pouvez le visualiser, c'est la poussière. L'aspergillose peut être une infection nosocomiale, par exemple chez les patients neutropéniques qui ne savent pas se défendre contre les spores d'aspergillus. Donc ces patients-là sont mis dans des atmosphères protégées. Les chambres à flux, vous avez déjà dû entendre parler, ce sont des chambres où l'air est filtré et où les poussières ne passent pas. Donc là, ce sont des infections qui peuvent être évitables par le traitement de l'air. Et donc là aussi, il y a une vigilance sur cet environnement. Ce sont des infections qui peuvent être évitées et c'est là-dessus où les efforts de prévention doivent porter. Vous voyez un peu les différentes... ce sont les leviers sur lesquels on peut travailler pour diminuer ces infections nosocomiales. Par contre, on ne pourra pas faire grand-chose sur une infection urinaire sans sonde qui arrive à l'hôpital. C'est comme une infection communautaire, mais elle arrive à l'hôpital. Et sur tout ce qui est communautaire et soins ambulatoires, ça relève de la médecine de ville. Vous situez un peu les différents... Alors, dites-moi, quels sont les micro-organismes responsables d'infections nosocomiales? Escherichia coli, en voilà un. Après. Staph doré, un troisième. Dans les trois, vous m'avez cité les trois principaux. Ces résultats sont issus de l'enquête nationale de prévalence de 2012. Il y en a eu une en 2017 dont on n'a pas encore les résultats. Mais effectivement, Escherichia coli, c'est le principal micro-organisme isolé dans près d'un quart des cas et souvent lié à des infections urinaires. Et en tout, ces trois germes font plus de la moitié, pratiquement la moitié des micro-organismes isolés des infections nosocomiales. Quel est le taux de prévalence des infections nosocomiales en France? 4 à 10. Donc là aussi, les résultats de l'enquête nationale de 2012. Donc on a 5,1% des patients qui sont infectés et on a parfois des patients qui ont plusieurs infections nosocomiales, ce qui nous amène à 5,3 d'infections nosocomiales. Et un peu pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a 6 à 7 millions d'admissions par jour et il y a environ 300 000 patients infectés. À la PHP, qui représente quand même le plus gros groupe hospitalier en France, 600 000 admissions par an et 30 000 patients infectés, donc ça fait autour de 5%. Et globalement, les infections nosocomiales sont impliquées dans 9 000 décès, soit par contribution directe ou indirecte. Et en tout cas, 4 200 décès sont imputables à l'infection nosocomiale, c'est-à-dire que le décès ne serait pas survenu s'il n'y avait pas eu l'infection nosocomiale. Alors, quelles sont les 3 infections nosocomiales les plus fréquentes? Pulmonaire. Après? Urinaire, pulmonaire, urinaire. Site opératoire. Dans les plus fréquentes, c'est bien l'infection urinaire.
après les pneumopathies et après les infections du site opératoire. Et en quatrième position, c'est la bactériémie et les septicémies, surcatées ou non. Donc ce que je voulais vous faire remarquer sur cette diapositive, c'est on a vu les infections urinaires sont les plus fréquentes, donc c'est autour de 30%, et on voit que cette infection est parfois reliée ou souvent reliée à un acte invasif qui est le sondage urinaire, pour lesquels des mesures de prévention, des protocoles de soins existent et qui doivent être appliqués. C'est le cas également des infections pulmonaires, qui peuvent être reliées à un acte invasif qui est l'intubation. Le site opératoire, bien évidemment, lié à l'intervention chirurgicale. Et la quatrième cause d'infection nosocomiale sont les bactériémies, septicémies, qui peuvent être reliées, surtout, notamment dans les réanimations, à la présence aussi de dispositifs invasifs qui sont les cathéters centraux. Donc, tout ça donne des axes de prévention sur les protocoles de soins. Ok ? Vous connaissez les BMR ? On vous en a déjà parlé ? Ce sont des bactéries multirésistantes. Donc, parmi ces affirmations, les BMR sont-elles des bactéries résistantes à tous les antibiotiques connus ? Non. Les BMR sont des bactéries ayant acquis des mécanismes de résistance. Oui. Les BMR sont des bactéries surtout transmissibles par l'air. Elles sont transmissibles comment ? J'entends pas. Pardon ? Cutanées. Elles sont surtout transmissibles par contact. Et à l'hôpital, un des principaux modes de transmission, c'est le manuportage. Et que fait-on contre le manuportage ? Pardon ? Oui, et de façon systématique, précaution standard, c'est quoi ? Friction hydroalcoolique, oui. Alors le réservoir des BMR peut être l'environnement hospitalier. Oui. Ça représente quoi pour vous l'environnement hospitalier ? La chambre, oui. C'est le lit, les draps, la table de nuit, c'est tout ce qui entoure le patient. Les toilettes, les sanitaires, et après on peut étendre à l'ensemble du service. Les infections à BMR sont des maladies à déclaration obligatoire. Oui ou non ? Qui dit oui ? On passerait notre journée à déclarer. Elles ne sont pas à déclaration obligatoire. Par contre, il y a les BHR. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des BHR ? Ces bactéries hautement résistantes, on peut dire que ce sont des super BMR. Celles-là sont à déclaration obligatoire parce qu'elles font l'objet d'une surveillance épidémiologique. Donc voilà les réponses. Ce sont des bactéries qui ont acquis des mécanismes de résistance. Est-ce que vous connaissez les BMR prioritaires ? Donc, ce sont les staphylocoques résistants à la méticilline, les SARM, et les entérobactéries productrices de BLSE. Et le réservoir des BMR, on verra dans le cours sur les précautions contact, peut-être l'environnement hospitalier. Donc voilà ce qu'on vient de dire. Les résistances bactériennes, il y a des bactéries qui sont résistantes à de nombreux antibiotiques, certaines de façon naturelle, c'est-à-dire que les souches sauvages sont déjà résistantes. Ça peut être le cas de certains acinetobactères, des sténotrophomonas. Et puis il y a des bactéries
qui sont résistantes à plusieurs antibiotiques et qui ont acquis des résistances que ne laissent pas prévoir leur phénotype sauvage. Et c'est le cas par exemple du staphylocoque doré, c'est le cas également des entérobactéries productrices de BLSE. Alors, quels sont les 3 principales BMR isolées lors d'infections nosocomiales en France? On vient d'en parler. Le staph doré, le SARM, le BMR. L'entérocoque résistant à la vancomycine, on en parlera plus vendredi, c'est ce qu'on fait partie des BHR, c'est au-dessus des BMR. Donc on a le staphylocoque résistant à l'oxacilline ou la méticilline. Après, dans les entérobactéries résistantes au céphotaxime, en fait ce sont les BLSE, mais dans les instances internationales, on ne parle pas de BLSE. Et la 3e, le Pseudomonas aeruginosa résistant à la ceftazidime. Voilà. Vous avez les 3 principales BMR isolées à l'hôpital. Hop. Alors, vrai ou faux? Vous me répondez. Ah, vous avez déjà les réponses. Tous les patients colonisés par une BMR sont infectés? Faux? La mise en œuvre de précautions complémentaires pour les patients porteurs de BMR est une recommandation nationale. Donc ça, c'est une recommandation nationale. Après, chaque hôpital peut ajouter des BMR selon son écologie locale, d'accord? Mais là, ce sont des recommandations nationales. Tout patient porteur de SARM et de BLSE doit être pris en charge en précaution complémentaire contact. La mise en œuvre de ces précautions complémentaires contact doit être prescrite médicalement. Donc là, vous avez déjà les réponses. Cette décision de mettre en place un patient en précaution complémentaire est une décision médicale. Donc ça nécessite une prescription médicale de la même façon que vous prescrivez un médicament. D'accord? Donc ça va être prescrit aux infirmières. Le traitement des colonisations à BMR est toujours recommandé. Qu'en pensez-vous? Jamais. On ne traite pas une colonisation. Jamais. Et en fait, on ne ferait qu'augmenter les résistances. Quand on est colonisé, on n'est pas malade. D'accord? Et la durée maximale de portage de BMR est inférieure à 1 mois. C'est difficile souvent à estimer. Mais je vais vous montrer une étude pour le SARM où on peut les retrouver bien au-delà de 8 mois. Et en fait, tout dépend du type de patient. On voit souvent des patients à l'hôpital, c'est des patients entre guillemets chroniques qui reviennent souvent et qui ont des cures d'antibiotiques pour des infections assez régulièrement. Chez ces patients-là, il est rare qu'on ne retrouve plus la BMR tout au long des hospitalisations. Donc ça peut durer très longtemps. Il y a des patients qui les perdent assez rapidement. Mais globalement, la durée, on ne peut pas dire au-delà d'1 mois, je suis sûre, il n'a plus de BMR. D'accord? Donc voilà en fait quelle est la situation. Les BMR à l'hôpital, on sait qui est infecté, puisqu'on fait des prélèvements diagnostiques pour diagnostiquer une infection. Mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y en a beaucoup plus qui sont colonisés, qui ne sont pas malades et qui sont porteurs quand même. Donc le fait qu'ils soient porteurs, ça veut dire qu'ils peuvent transmettre cette bactérie à d'autres patients. Et ça implique que le niveau d'hygiène et de prévention devienne le même pour tout patient, quel que soit son statut infectieux. Vous voyez où je veux venir?
Il y a des patients qui sont connus porteurs, parce qu'un jour, ils ont eu un écouvillonnage rectal pour une raison X. Par exemple, en réanimation, comme ils ont des actes invasifs qui sont abondants, une densité de soins importante, ils ont besoin de connaître l'écologie. Et lorsqu'un patient arrive en réa, il a un dépistage systématique. Il faut qu'il connaisse quelle est la population, qu'est-ce qu'il a le patient, si jamais il a une infection, pour pouvoir anticiper sur les traitements. Donc ils font des dépistages systématiques. D'accord ? Donc là, ils arrivent à avoir une cartographie de leur service. Ils savent que celui-là est colonisé, celui-là ne l'est pas. Dans les autres services de médecine, on ne fait pas de dépistage systématique. D'accord ? Donc, on sait parfois pour un diagnostic d'infection, une infection urinaire, qu'il est porteur de BMR. D'accord ? Mais il y a plein de patients qui peuvent être hospitalisés dans la même salle qui sont colonisés. Et dont vous ne saurez pas qu'ils sont colonisés. Donc ce qui implique, et c'est vers ça que l'on doit tendre, c'est que la prise en charge de tous les patients doit se prendre avec des mesures d'hygiène comparables, et notamment tout ce qui est précautions standards dont on vous parlera vendredi, doivent être de qualité suffisante pour éviter qu'il y ait transmission, même si on ne connaît pas le statut. Et parmi ces précautions standards, la mesure phare, mais ce n'est pas la seule, c'est faire une hygiène des mains avec la friction hydroalcoolique. Il faut que vous intégriez ça dans votre ADN de docteur, de futur docteur. Vous rentrez dans une chambre, pof, on se frictionne les mains. On sort de la chambre, on se frictionne les mains. Donc voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une étude qui commence à être un peu ancienne, mais on voit qu'au bout de 8 mois, la moitié des patients qui étaient porteurs de SARM continuent à être porteurs de SARM. OK ? Alors, que peut-on faire pour lutter contre l'augmentation du taux de SARM ? On dépiste systématiquement tous les patients à l'admission. C'est pas possible, hein, ça représente un coût énorme pour un bénéfice qui n'est pas si important. On fait une éradication par pommade antiseptique en cas de portage. Qu'en pensez-vous ? Non, on n'éradique pas. Il n'y a que de rares cas, des rares situations, c'est la chirurgie cardiaque, où il est préconisé de faire un dépistage avant la chirurgie pour savoir si les patients sont porteurs de SARM, et on peut faire des décontaminations par des pommades antiseptiques au niveau du nez, parce que c'est surtout le nez où le portage nasal est important. On met une signalisation sur la porte de la chambre. Oui, pourquoi ? Vous mettez des gants pour tout contact avec un patient porteur. Qui met des gants ? Qui mettrait des gants ? Il ne faut pas mettre de gants pour lorsqu'un patient est porteur. Ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on l'a examiné, parce que c'est quand même avec vos mains que vous allez soigner, c'est votre principal outil de travail. Une fois que vous avez examiné votre patient, vous faites une friction hydroalcoolique. Vous mettez une charlotte, des surchaussures, avant toute entrée dans la chambre d'un malade colonisé par une BMR. Oui ou non ? Non. Les surchaussures, maintenant, on ne les met plus dans aucune situation. Et le port de charlotte, c'est surtout pour l'isolement protecteur, c'est-à-dire lorsqu'on ne veut pas amener des germes aux patients. Vous utilisez des solutions hydroalcooliques pour l'hygiène des mains avant et après le soin et avant la sortie de la chambre. Qui fait une friction hydroalcoolique ? Et vous contrôlez la prescription des antibiotiques. Oui. C'est pour lutter contre l'augmentation des taux de BMR.
Il y a deux axes hyper importants, c'est les mesures d'hygiène pour éviter la transmission. Ce sont les précautions standards plus les précautions complémentaires. Et l'autre volet qui est tout aussi important, c'est de maîtriser la consommation des antibiotiques et faire du bon usage des antibiotiques. Donc nous arrivons aux solutions hydroalcooliques. Alors je vous propose quatre propositions là. Alors les SHA ont une efficacité antimicrobienne supérieure à celle du savon doux. Vrai ou faux? Qui pense que c'est supérieur? Les solutions, effectivement, sont plus efficaces que le savon doux. Pardon? C'est du savon. Le savon que vous avez, le savon doux. C'est pas du savon antiseptique. Hein. Mais le savon antiseptique n'est plus utilisé à l'hôpital. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'était la bétadine moussante. Elle n'est pas utilisée, elle n'est plus recommandée en tout cas pour la désinfection des mains. D'accord? Elles permettent une meilleure observance à l'hygiène des mains seulement pour les infirmières. J'espère que vous souriez tous. Vous savez ce que c'est l'observance? Donc faire ce qu'il faut au moment où il faut. Et ce n'est pas vrai uniquement pour les infirmières, c'est vrai pour tout le monde, y compris les docteurs. Ils ont une tolérance moins bonne que le savon doux. Qu'en pensez-vous? Une tolérance moins bonne? Les SHA? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'avez pas d'opinion? Et il faut toujours faire un lavage des mains au savon avant chaque friction hydroalcoolique. Il ne faut jamais faire les deux en même temps. Il n'y a que deux situations qu'on verra vendredi où on est obligé de le faire parce que les solutions hydroalcooliques ne sont pas efficaces. Et je vous les donne déjà. C'est lorsque vous prenez en charge un patient qui a la gale, donc c'est un ectoparasite et les PHA ne sont pas efficaces. Et le deuxième cas de figure, c'est les infections à Clostridium difficile, où les spores de Clostridium ne sont pas sensibles au PHA. D'accord ? Dans tous les autres cas, ce sont les produits hydroalcooliques qu'il faut utiliser qui sont efficaces. Et je vais vous montrer des études. Les solutions hydroalcooliques, lorsqu'elles sont bien utilisées, sont mieux tolérées que le savon doux. Oui ? Ben il n'y a que deux cas, je vous ai dit. C'est la gale et le Clostridium difficile. Et vous mettez tout le reste, c'est efficace. Tous les virus, toutes les bactéries. Pardon ? Le savon doux, je vous expliquerai ça vendredi, a une action mécanique. On frotte pour enlever. Ce n'est pas une action qui tue la bête, si on peut dire. D'accord ? C'est une action mécanique. Mais dans tous les autres cas de figure, je veux dire, hormis ces deux cas, vous pouvez utiliser les solutions hydroalcooliques parce qu'elles sont efficaces. Et lorsqu'on l'utilise correctement sur des mains sèches et propres, elles sont mieux tolérées que le savon, parce que le savon est un détergent, donc ça sèche la peau. Encore une question sur les solutions hydroalcooliques. Elles doivent être utilisées en se frictionnant les mains pendant au moins 2 minutes. C'est combien ? 30 secondes. Donc en fait, de façon pratique, vous avez des pompes, vous faites un coup de pompe, vous remplissez la main. Et si vous avez des flacons de poche, vous mettez la main en creux,
Vous remplissez le creux et vous avez la quantité qui est nécessaire pour faire la friction. Il faut frotter, il ne faut pas juste l'étaler, et il faut frotter jusqu'à ce que la solution soit sèche. Et en général, c'est 30 secondes. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser un essuie-main pour se sécher plus rapidement? Non. Et il ne faut pas voir ce que l'on voit souvent, solution, parce que 30 secondes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà long, faire ça. D'accord? Là, ça n'agit pas. Elles doivent être utilisées en urgence en cas de coupure accidentelle des mains. C'est un médicament qui est un AMM pour désinfecter la peau saine. D'accord? Pas pour désinfecter des plaies. Pour une plaie, là par contre, vous aurez le savon antiseptique, vous aurez le Daquin, c'est d'autres produits. Les SHA sont appliqués sur des mains saines. Et d'ailleurs, si vous avez des coupures dans la main, je veux dire, ça c'est une parenthèse, entretenez vos mains, parce que c'est votre outil de travail. Mettre des solutions hydroalcooliques lorsqu'on a, là il fait froid, on peut avoir les mains sèches et des micro-coupures, ça brûle. Donc, entretenez votre outil de travail. Alors, les SHA sont indiqués pour la désinfection des mains après retrait des gants lors d'un acte de soin. Oui ou non? Oui, pourquoi? Vous mettez des gants, vous faites un soin, donc vous retirez les gants. Et en fait, ce qu'il faut avoir dans votre tête, c'est que en retirant le gant, ce qu'il peut y avoir sur le gant peut retomber sur la main. Et en même temps, il y a une macération dans le gant et une prolifération bactérienne. Donc le gant ne doit pas vous dire « j'enlève le gant, j'ai les mains propres ». D'accord? Le gant, il sert par exemple si vous avez un risque de vous souiller les mains. Et ça, c'est quel que soit le cas de figure. Par exemple, vous manipulez une sonde urinaire. C'est pour éviter qu'il y ait... Le gant permet de ne pas avoir un inoculum de liquide biologique important sur les mains. D'accord? Mais une fois que vous le retirez, il faut toujours faire une friction pour avoir des mains désinfectées. Est-ce que vous me suivez là? Et il faut systématiquement se laver les mains après 5 frictions. Alors ça, on vous en parle parce que c'est des choses qui ont la vie dure. Et vous entendez encore des personnes qui vous diront ben, « tu as fait 5 frictions de solution hydroalcoolique, va te laver les mains ». En fait, il n'y a aucun rationnel à ça. On peut enchaîner autant de frictions hydroalcooliques que l'on veut. D'accord? La seule chose, et ça c'est suivant votre tolérance qui vous est propre, au bout d'un certain moment, on peut sentir une sensation de main poisseuse. Et là, on a besoin de se laver les mains. Dans ce cas-là, vous allez au lavabo, vous lavez les mains et vous enlevez ce film qui se dépose sur vos mains. En fait, ce film qui se dépose sur vos mains, c'est l'émollient qui est inclus dans les solutions hydroalcooliques et qui va faire qu'elles soient mieux tolérées que le savon. Mais ça, c'est très individuel. Il y a des personnes, par exemple, en réanimation où ils n'arrêtent pas, ils peuvent faire toute une journée sans avoir le besoin de se laver les mains. Et il y a des personnes qui doivent retourner régulièrement au lavabo pour enlever ce sentiment, pour avoir le sentiment de main propre. D'accord? Mais il n'y a aucun rationnel à aller compter ce qu'on a fait. C'est vous, selon votre confort, en fait. Vous êtes d'accord? Donc voilà, dans un résumé, ce sont des solutions ou des gels à séchage rapide et qui sont conçus uniquement pour la désinfection des mains. Donc elles contiennent de l'alcool, l'émollient, dont je vous parlais il y a 2 minutes, et parfois un autre antiseptique. Et elles doivent s'appliquer par friction, c'est-à-dire on frotte, sans rinçage sur des mains qui sont sèches
propre et non poudré. Le non poudré maintenant ne se pose plus comme question. Avant, il y avait des gants avec de la poudre pour les enfiler rapidement. Dans les hôpitaux, en principe, il n'y a plus de gants poudrés. Et il ne faut pas les appliquer sur des mains mouillées. Parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui pensent qu'on se lave d'abord au savon et après on va faire la friction, ça va être bien plus efficace. On fait deux choses au moins. En fait, ça ne va pas être plus efficace. Le fait de le mettre sur des mains humides, ça va diluer aussi les SHA, donc ça va être aussi moins efficace. Et en plus, vous allez vous abîmer les mains. Et après, c'est un cercle vicieux. Voilà. Donc voilà un peu des études qui ont été faites sur en fonction du type d'hygiène des mains, la réduction des bactéries au niveau de la main. Donc ça, c'est le savon doux, comparé aux solutions hydroalcooliques. Vous voyez qu'il y a une différence nette entre le savon et les solutions hydroalcooliques. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus efficaces. Je réponds à la question de tout à l'heure. Le savon antiseptique a été utilisé à un moment, mais il n'est plus du tout recommandé. C'est la bétadine scrub. C'était le savon qu'utilisaient les chirurgiens avec brossage et qui en fait abîme beaucoup les mains et les sèche beaucoup. Donc voilà un résumé. Les indications de l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Donc c'est avant et après un contact direct du patient ou de l'environnement, avant de rentrer dans la chambre, après être sorti de la chambre. Et là, vous verrez de plus en plus, les patients sont très attentifs aux mesures de prévention que vous prenez. Et ils ne comprennent pas que ça ne soit pas toujours fait. C'est un devoir, c'est votre devoir de faire ces gestes de prévention. En fait, c'est quelque chose qui doit devenir naturel. Entre deux soins à un même patient, avant un geste aseptique non chirurgical, après le retrait des gants, ce dont on parlait tout à l'heure, et si vous interrompez vos soins, si vous revenez, il faut refaire une hygiène de main. Et ceci en remplacement du lavage des mains. En fait, de façon un peu schématique, le lavage au savon, c'est quand vous arrivez à l'hôpital, quand vous allez aux toilettes, après avoir mangé, si vous allez fumer, et dans toutes les autres occasions, dans la situation de soins, c'est la friction hydroalcoolique. Alors, en cas de coupure accidentelle avec une aiguille qui survient le week-end, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez la plaie à l'eau et au savon, puis vous appliquez un antiseptique en urgence. Pardon? Un week-end. C'est toujours le week-end qu'arrivent les ennuis. Hein? Ben, vous travaillez le week-end et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Le week-end, il n'y a pas de senior, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez la plaie à l'eau et au savon et vous appliquez un antiseptique. Qu'est-ce que vous mettez comme antiseptique? Voilà, c'est ce qui est recommandé, c'est du daquin et sinon de la bétadine. D'accord? Vous appelez le médecin référent. Il y a toujours un médecin référent, souvent au service des urgences, mais c'est réglementaire, il faut qu'il y ait quelqu'un. Le médecin référent se mettra en contact avec le médecin du travail qui vous convoquera. Si le médecin du travail doit vous voir, en général, c'est dans les 48 heures, mais ce n'est pas dans l'urgence, ce n'est pas lui qui vous verra. Vous déclarez l'accident sur le registre des accidents du travail bénin. Déclarez toujours les accidents. Il y a toujours dans tous les services un registre des accidents. C'est souvent les cadres des services qui tiennent ça. Même
souvent, je veux dire, c'est rien, on dit ça va passer, c'est rien du tout, je risque rien. Faites-le toujours. D'un côté, pour vous protéger si vraiment ça tournait mal, on ne sait jamais. Et la deuxième chose, ça permet d'évaluer au niveau, par exemple, d'un service, quels sont les accidents qui surviennent le plus fréquemment. Et si c'est toujours la même situation qui se répète, il y a peut-être des choses à faire pour que ça n'arrive plus. D'accord ? Il y a deux volets pour ça. Et après, vous faites prescrire une sérologie VIH en urgence par votre interne. Oui ou non? Non. Pardon? Ça dépend du? Je n'ai pas compris. Ben, en urgence, ça ne sert à rien pour vous. Ce qu'il va falloir savoir, c'est le statut du patient source. Oui, mais en urgence, ça ne sert à rien de vous la faire. Ça peut attendre un jour, 2 jours, vous voyez? Mais par contre, ce qui sera important, c'est de connaître le statut du patient source. Et ça, assez rapidement. Et éventuellement, de le faire prélever. D'accord? Mais sachez que si, je pense que vous avez eu un cours sur les hépatites tout à l'heure, on ne peut prélever un patient sans son accord. Donc, il faut lui demander. Donc voilà, ce que vous ferez, c'est nettoyer la plaie, appeler le médecin référent, vous serez convoqué à la médecine du travail et déclarer l'accident du travail. Dans les AES, c'est les accidents exposant au sang. Donc il y a 3 principaux micro-organismes qui sont transmis. C'est lesquels? Pardon? Les hépatites B, C et VIH. Il y en a une qui, en principe, ne devrait pas être transmise. C'est laquelle? L'hépatite B. Parce que normalement, tout personnel de santé est vacciné contre l'hépatite B. Vous êtes vacciné? Dans les transmissibles, c'est dans l'hépatite B, dans 10 à 30% des cas, l'hépatite C, 3 à 7% des cas, et le VIH, c'est beaucoup moins, 0,3 à 1%. Donc vous aurez un cours sur les AES, les accidents d'exposition au sang ou au liquide biologique, où tout ça vous sera un peu plus explicité. Alors, quelles sont les maladies infectieuses à déclaration obligatoire? Est-ce que vous en connaissez? La rougeole actuellement, oui. L'hystéria, je ne suis pas sûre. Il y en a 33, dont la plus... Pardon? Elle y est? D'accord, bon. Ouais. Là aussi? Tu as la liste? En tout cas, ces maladies sont sur le site intranet de Santé publique France et c'est une liste qui est mise à jour régulièrement. Donc là, je crois que sur la dernière liste, il y en a 33. Et sur les 33, je crois qu'il y en a 29 qui sont des maladies contagieuses infectieuses. Ben là, il y en a 33, parce que j'ai vu ça hier. Donc pour chaque maladie à déclaration obligatoire, il y a un feuillet type qu'il faut remplir, d'accord, et qu'il faut envoyer à l'ARS. Et c'est l'ARS dont dépend le médecin qui fait la déclaration. Donc vous êtes en Île-de-France, il faut l'envoyer à l'ARS d'Île-de-France. Donc ça, c'est quel que soit le mode d'acquisition, à l'hôpital ou en ville. Par exemple, le méningocoque, il peut être acquis en ville. En général, c'est communautaire et on vient se faire soigner à l'hôpital. C'est le médecin qui fait le diagnostic qui doit déclarer la maladie. D'accord ? Dans le cas où cette infection est nosocomiale, c'est-à-dire qu'elle a été acquise à l'hôpital, par exemple une légionellose acquise à l'hôpital, ça arrive. Dans ce cas-là, il y a à la fois une déclaration obligatoire et après également un signalement externe
à l'ARS pour dire que c'est une infection nosocomiale. C'est deux signalements différents. Donc voilà comment se présente un formulaire de déclaration. Ça, c'est une déclaration d'infection invasive à méningocoque, dont le médecin ou le biologiste doit s'identifier. Et en général, ce sont ceux qui partent à l'INVS, parce qu'en fait, les déclarations partent à la fois à l'ARS et à l'INVS. Ce qui part à l'INVS, qui sert pour tout ce qui est épidémiologique, ce sont des données anonymisées. Par contre, à l'ARS, lorsqu'il y a des enquêtes à faire autour du cas, ce sont des déclarations nominatives. OK ? Alors, quels sont les différents modes de prévention de la transmission croisée des organismes ? On en a déjà un peu parlé. Pardon ? Transmission croisée, ça veut dire qu'on a ben voilà, on va le faire. Dans un sujet A, un sujet B, et il y a transmission. Tu peux avoir une transmission, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est arrêter là, ou là, ou là. Là, on peut dire que c'est un soignant. D'accord ? Donc comment peut aller par exemple une BMR de ce patient à ce patient-là ? Pardon ? D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Solution hydroalcoolique. Donc le patient A, il en a plein dans son environnement. Hein. D'accord ? Donc là, pour éviter qu'il y ait ça, on fera aussi du bio-nettoyage soigneux. Admettons que le patient A a la grippe. Comment faire pour que ce patient-là ne contamine pas le soignant et les autres patients ? D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait quand on met un isolement respiratoire ? Pardon ? Qui met le masque ? Le soignant met le masque pour entrer. Voilà. S'il sort de sa chambre, il mettra un masque. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a encore comme cas de figure ? R. La tuberculose. C'est la même chose, mais avec un masque FFP2. D'accord ? Parce que c'est des micros... Voilà. C'est essentiellement ça. C'est mettre des mesures barrières pour éviter que ça se transmette. Et en fait, dans toute maladie transmissible, il y a 4 étapes. Toujours. La première chose, c'est repérer. Dès qu'il y a un signe clinique qui est suspect de maladie transmissible, que ce soit une maladie contagieuse ou BMR, c'est essayer de repérer les patients. Une fois qu'on a repéré le patient, il faut protéger. D'accord ? Donc, on se protège. Ça peut être le masque, ça peut être souvent le masque, ça peut être après les frictions hydroalcooliques. On protège les autres soignants et on protège les autres patients. D'accord ? Parce que par exemple, s'il y a une rougeole, que vous suspectez une rougeole, personne ne met le masque, en 2 jours, l'équipe est... Sauf s'ils sont vaccinés. Pardon ? En principe, tu n'en as pas besoin. Quand tu es vacciné, tu es immunisé. Mais à un moment, surtout s'il y a une période épidémique, je veux dire, il faut être militaire, quoi. Parce qu'on ne s'en sort plus. Moi, je suis pas. Nous, on voit au niveau de la grippe, par exemple, à l'hôpital. Et là, c'est un peu différent, mais il y a des personnes qui se font vacciner pour la grippe, mais pas beaucoup. Et on sait que le vaccin de la grippe n'est pas efficace à 100%. Donc, quand il y a des patients qui ont la grippe, tout le monde met le masque. Voilà.
Et là, par exemple, à Dijon, ils ont, je crois, non, c'est Poitiers. Il y a eu, il y a un foyer de rougeole en ce moment. Et aux urgences, ils en sont arrivés à faire mettre un masque de soins à tous les patients qui arrivaient aux urgences. Parce que la rougeole est extrêmement contagieuse. On estime qu'un cas peut générer 20 cas secondaires, c'est beaucoup. Alors vous mettez une personne dans une salle d'attente, ça peut faire des ravages. Vous faites une admission, je veux dire, c'est le personnel soignant, tous ceux qui ne sont pas vaccinés sont à terre. Au bout d'un moment, il n'y a plus de soignants pour soigner. Donc, première chose repérée, dès que vous suspectez, vous protégez, après vous prenez en charge le patient, et après vous signalez. Alors, soit il y a des DO à faire, en tout cas, il y a soit des signalements sur la porte à faire. Il faut que les gens soient au courant des mesures que vous avez mises en place pour protéger tout le monde. D'accord ? Donc voilà, les précautions complémentaires, c'est ça. Ce sont des précautions qui se surajoutent à ce que vous devez faire pour tout patient, quel que soit son statut infectieux. Ce sont des mesures barrières qui permettent d'empêcher la dissémination des agents infectieux. Ça peut être les SHA, par exemple pour le manuportage, c'est le masque pour la grippe, voyez. Et que le patient soit infecté ou colonisé. On prendra les mêmes mesures barrières pour un patient infecté par une BMR que pour un patient colonisé par une BMR. D'accord ? Parce qu'en fait, le risque, c'est la transmission à d'autres patients. Lui, il n'est pas malade s'il est colonisé. Et s'il est malade, il sera traité. La mise en place et la levée de ces précautions complémentaires se fait toujours sur prescription médicale. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord ? C'est le médecin qui décide. Donc voilà des situations un peu particulières. Quelles sont celles qui doivent entraîner la mise en œuvre de précautions complémentaires ? Cas de légionellose, déjà. Alors, est-ce que la légionellose, il y a une contamination interhumaine, oui ou non ? Non. La contamination se fait par l'inhalation de gouttelettes. Donc, ça ne sert à rien de mettre des précautions complémentaires. D'accord ? Donc, on ne mettra pas des précautions. En fait, vous entendrez souvent, ce patient est isolé. Il ne faut plus parler d'isolé. D'accord ? En plus, les patients le vivent très mal. Et isoler, ça ne veut pas dire mettre en boîte. D'accord ? C'est mettre en place des mesures barrières qui peuvent permettre parfois aux patients de sortir. Donc pour la légionellose, il n'y a pas de transmission interhumaine. Ce qu'on fera, c'est agir sur le réservoir. Et le réservoir, ce sont les tuyaux. D'accord ? Le cas de Galles. Donc ça, c'est une maladie transmissible, c'est une maladie contagieuse, dont on mettra en place des précautions complémentaires. Un patient qui a une expectoration avec présence de bar à l'examen direct. Vous savez ce que c'est les bars ? Bacilles alcido-alcoolo-résistants. Oui, c'est un patient, on dit bacillifère. D'accord ? Donc, il ne faut pas qu'il infecte d'autres personnes s'il sort, ni le personnel qui rentre dans la chambre. Alors, vous savez comme ça quelles sont les mesures à mettre en place ? C'est le masque canard, oui. Alors, qui met le masque FFP2 ? En fait, la personne qui rentre se protège, donc il met un masque FFP2, parce qu'il filtre bien. Le patient, s'il sort, lui, il n'a pas besoin de se protéger. Il faut pas qu'il contamine les autres. Donc un masque de soin suffit. Un cas d'aspergillose. Le réservoir, c'est quoi en général ? L'air. D'accord ? On parle parfois d'épidémie d'aspergillose, mais c'est pourquoi ? Parce que le réservoir,
les gens sont dans les mêmes unités, ce sont souvent des gens qui sont tous fragiles, et donc quand il y a un dysfonctionnement au niveau de l'air, ben, ils en pâtissent tous. D'accord? Il n'y a pas besoin d'isolement, de précautions complémentaires particulières. Un cas de fièvre typhoïde. Quel type de transmission? Quel est le réservoir? C'est digestif, fièvre typhoïde. Donc digestif, c'est manuportage, c'est précautions complémentaires, contact. Et les bronchiolites, donc c'est la période peut-être en ce moment, c'est en pédiatrie, c'est les virus VRS qui se transmettent comment? Dans ces gouttelettes, mais également contact. Donc c'est des précautions à la fois gouttelettes, le masque, et contact, c'est l'hygiène des mains et la protection de la tenue. Donc voilà sur ce tableau un peu ce qu'on vient de voir par rapport au mode de transmission et les précautions à mettre en place. Ok? Donc voilà, vous hospitalisez un patient suspect de tuberculose. Donc quelles mesures parmi les suivantes prenez-vous? Donc vous mettez le patient en chambre seule. Vous attendez les résultats des examens microbiologiques avant de prescrire les précautions complémentaires. Donc ça, il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Dès que vous repérez, la première chose, c'est de mettre en place les précautions. On a toujours le temps après de les lever, si le diagnostic n'est pas confirmé, mais s'il est confirmé et qu'on a attendu, on a exposé et les autres soignants et peut-être d'autres patients. D'accord ? Alors pour le transfert du patient à radio, vous préconisez au brancardier de porter un masque. Qui porte le masque là? Le patient. D'accord? Et il porte un masque comment? Vous prescrivez au patient le port d'un masque chirurgical s'il sort de sa chambre. Vous faites aérer la chambre. Tuberculose, c'est air. Donc la tuberculose, il faut imaginer, vous êtes dans une boîte, en fait le patient il tousse et le BK il dissémine, il est partout. Je veux dire, c'est pas comme la grippe où on tousse et ça tombe devant. En fait, le BK, ben, il vole. Voilà, il y en a partout, derrière, partout. Donc il faut aérer et renouveler l'air plusieurs fois par jour. On ouvre la fenêtre. C'est vrai. Hein? Non, pas la porte du couloir. Tant qu'à faire. Non, on ouvre la... En fait, il faut faire... Il y a des règles aussi, les précautions air. Ce que je vous dis, c'est comme une boîte qui est entièrement colonisée, on va dire, par le... dont il faut mettre le masque avant de rentrer dans la chambre. D'accord? Et on ne le retire qu'après être sorti et avoir fermé la chambre. Et on aère la porte de la chambre chez ces patients, c'est important, elle doit rester fermée. Et on aère quand la porte est fermée. Il faut renouveler l'air plusieurs fois par jour. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la fenêtre très longtemps, surtout lorsqu'il fait des temps comme aujourd'hui, mais il faut le faire régulièrement. D'accord ? Et les visiteurs n'ont pas à prendre de mesures particulières, les mêmes que les soignants. D'accord ? Et on parlera, par exemple, c'est l'occasion d'un visiteur qui, par exemple, qui attrape une tuberculose à l'hôpital, c'est une infection nosocomiale. Un soignant qui attrape la tuberculose à l'hôpital, c'est une infection nosocomiale aussi. Ça ne concerne pas uniquement que les patients. Voilà.
Donc pour résumer, c'est ce qu'on vient de voir, hospitalisation en chambre individuelle. Donc là, on ne mélange pas de BK différents. Par exemple, pour les BMR, on dit qu'on peut regrouper les cas. On peut mettre 2 patients qui ont la même BMR. Pour le BK, c'est un patient, une chambre. On ne met pas 2 BK ensemble. Parce qu'ils peuvent avoir des sensibilités différentes. Donc, on aère la chambre, on limite les déplacements du malade et on met le masque canard que vous voyez là. Donc, vous avez le masque FFP2 avant d'entrer dans la chambre. Et on maintient les précautions jusqu'à au moins 15 jours après le début du traitement. Et ça aussi, c'est une décision médicale de lever l'isolement R pour ces patients-là. D'accord ? En général, c'est 15 jours à 3 semaines. Vous verrez dans les services, et sinon, il faut demander avis à un pneumologue. Et juste pour finir, je vous rappelle un peu les masques FFP2, ce qui est important, je ne sais pas si on en a déjà parlé. Il faut les mettre de telle façon que ça recouvre du nez et que ça aille sous le menton. Et lorsqu'ils sont bien positionnés, quand vous respirez, ça doit s'aplatir sur votre bouche. D'accord ? Si vous pouvez inhaler facilement et que c'est comme si vous n'aviez pas de masque, qu'il est mal placé. Il faut le savoir. D'accord ? Et c'est pour ça que, je veux dire, vous aurez sûrement l'expérience, mais mettre un masque FFP2 et le garder un petit moment, c'est extrêmement pénible. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait pour la méningite. Je veux dire, le temps de faire l'acte d'intubation, c'est vrai qu'il faut une protection maximale. Mais sinon, le masque de soin suffit. Et voilà, en comparaison, le masque de soin ou le masque chirurgical. Donc, retenez bien, ce sont des masques à usage unique. Ils ne servent qu'une fois. Une fois qu'il est mis, il ne faut pas le toucher. Je vous en parle parce qu'on voit encore beaucoup ça. Ça fait très... les masques en écharpe, là. Et ce qui est important aussi, c'est de bien le mettre. Dans un lien en haut, un lien en bas. On ne croise pas pour éviter qu'il y ait là un effet de... comment on appelle ça ? De cheminée. D'accord ? Et tout masque qui a été porté doit être jeté. On ne réutilise pas le masque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?